Vous avez déjà tout donné à quelqu'un qui ne vous a rien rendu. Et la pire partie, c'est que vous le saviez. Il existe une raison précise pour laquelle cela continue de se produire, et elle n'a absolument rien à voir avec ce que vous pensez. Il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit d'une femme au moment exact où elle commence à perdre le contrôle dans une relation. Quelque chose de subtil, presque imperceptible au début, comme une légère pression. Derrière les yeux, là où la fatigue du jour s'accumule et où les doutes commencent à prendre racine. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas non plus un manque d'intelligence. C'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus ancien et de bien plus dangereux que l'on ne veut l'admettre. Imaginez une femme, appelons-la Sophie. De l'extérieur, tout va bien. Elle sourit lors des réunions du vendredi, elle répond aux messages de ses amis avec des émochis joyeux, elle porte ses vêtements avec une élégance tranquille qui fait se retourner les gens dans la rue. Personne ne sait. Personne ne voit que 3 doigts sous son sternum. Il y a une tension permanente, un nœud qui ne se défait jamais vraiment, même quand elle rite, même quand elle dorte. Elle attend un message, elle analyse un silence. Elle reconstruit mentalement une conversation pour la 6e fois en cherchant ce qu'elle a mal dit, ce qu'elle aurait pu faire différemment. Et lui continue sa journée sans y penser une seule seconde. C'est cela, la véritable nature du piège. Pas la trahison évidente, pas la dispute qui éclate, mais cette usure silencieuse, cette hémorragie lente de l'estime de soi qui se produit quand une femme a, sans le savoir, cédé tout son pouvoir à quelqu'un qui n'avait jamais demandé à le recevoir. Ce que vous allez comprendre aujourd'hui, c'est pourquoi cela arrive, comment cela se construit dans le cerveau humain avec une précision presque mécanique, et surtout, comment une femme peut non seulement s'en extraire, mais devenir précisément la personne que l'esprit masculin ne peut pas oublier, celle qui crée une forme d'attraction qui ressemble, neurologiquement parlant, à une dépendance. Pas par manipulation, par connaissance, par une maîtrise profonde de ce qui s'est passé réellement entre 2 êtres humains quand ils s'approchent l'un de l'autre. La raison pour laquelle cela continue de vous arriver, cette raison que vous ne voyez pas encore, elle sera révélée. Mais il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans le monde réel, dans ces situations banales du quotidien, que tout le monde reconnaît mais que personne n'analyse vraiment. Voici ce que l'on observe. Une femme rencontre un homme, il y a une conversation, un regard qui dure une fraction de seconde de trop, quelque chose qui ressemble à une promesse non formulée. Elle rentre chez elle avec une légèreté dans la poitrine. Ce sentiment d'expansion juste sous les clavicules quand quelque chose semble possible. Les jours suivants, il y a des messages, des échanges. Peut-être quelques soirées, et puis très progressivement, presque sans que l'on puisse en identifier le début précis, l'équilibre commence à se déplacer. Elle commence à faire un peu plus, à être un peu plus disponible, à répondre un peu plus vite, à adapter ses horaires, ses humeurs, ses attentes. Et lui, il n'a pas demandé cela. Il n'a rien exigé. Il a simplement reçu. Et plus il recevait sans effort, plus sa valeur perçue dans l'esprit de cette femme augmentait, paradoxalement, de manière inversement proportionnelle à l'effort qu'il fournissait. C'est l'un des paradoxes les plus douloureux de la psychologie des relations. Et il est documenté, il est réel, il se reproduit avec une régularité presque statistique dans des millions de relations à travers le monde. Si vous vous reconnaissez dans cette dynamique, même partiellement, même dans un seul détail de cette description, il est urgent que vous continuiez à écouter. Parce que ce que vous n'avez peut-être pas encore réalisé, c'est que ce schéma, laissé sans intervention, sans compréhension, sans outils psychologiques pour le désamorcer, a des conséquences qui vont bien au-delà d'une relation difficile. Il façonne l'image que vous avez de vous-même. Il recalibre ce que vous croyez mériter. Et à terme, il vous rend invisible à vous-même avant même de vous rendre invisible à l'autre. Si ce souhait résonne avec quelque chose en vous, si vous sentez que vous avez déjà vécu ou que vous vivez peut-être en ce moment, cette forme d'asymétrie relationnelle qui use sans laisser de traces visibles, alors laissez ce contenu vous accompagner. Rejoignez cette communauté de femmes qui choisissent de comprendre plutôt que de subir. Le simple geste de s'abonner est déjà une déclaration silencieuse envers vous-même.
une promesse que vous vous faites de ne plus traverser ces expériences sans les outils nécessaires pour en sortir grandi. Et si une pensée, une image, un souvenir vient de surgir en vous à l'écoute de ces mots, notez-le dans les commentaires. Parce que souvent, mettre des mots sur ce que l'on ressent est le premier acte concret de reprise de pouvoir. Revenons maintenant à ce que vous devez absolument comprendre, parce que la situation est plus grave que ce qu'elle paraît en surface. Ce nœud sous le sternum de Sophie, cette tension permanente dont personne autour d'elle n'avait la moindre idée, elle n'est pas apparue du jour au lendemain. Elle s'est construite, couche après couche, comme une pression atmosphérique qui augmente si lentement que l'on ne s'en aperçoit pas jusqu'au moment où il devient difficile de respirer normalement. C'est exactement ce qui se passe dans les dynamiques relationnelles déséquilibrées. Le danger n'est pas dans l'événement brutal, dans la trahison évidente que tout le monde peut voir et nommer. Le danger est dans la progression silencieuse, dans ces micro-ajustements que fait une femme chaque jour pour maintenir quelque chose qui en réalité n'existe peut-être plus depuis longtemps. Et voici le point qui doit vous arrêter net. Parce que si vous ne comprenez pas ce mécanisme dans son intégralité, si vous continuez à fonctionner avec les mêmes réflexes émotionnels qui vous ont amené jusqu'ici, vous n'allez pas simplement souffrir un peu plus. Vous allez progressivement perdre quelque chose que l'on ne récupère pas facilement, quelque chose qui se trouve juste derrière le regard, cette certitude tranquille que vous avez de la valeur, que vous existez pleinement, que vous méritez d'être choisi chaque matin et pas seulement dans les moments de commodité de l'autre. La dépendance émotionnelle, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, n'est pas une faiblesse de caractère. Ce serait trop simple et franchement, ce serait inexact. La dépendance émotionnelle est une réponse neurologique. Elle est, à certains égards, aussi réelle et aussi puissante que les mécanismes de dépendance aux substances. Quand le cerveau d'une femme associe une personne à des montées d'incertitude suivies de validation intermittente, il produit des niveaux de dopamine qui peuvent dépasser ceux produits dans les relations stables et prévisibles. Le cerveau, dans sa logique évolutive, confond l'intensité avec l'importance. Il confond l'anxiété de l'atteinte avec la preuve que quelque chose de grand est en jeu. Et c'est précisément là que réside le danger que la plupart des femmes ne voient pas à temps. Elles interprétant l'intensité de ce qu'elles ressentent comme la preuve de l'amour. Elles se disent que si elles ressentent autant, c'est que cela en vaut la peine, alors que ce qu'elles ressentent, très souvent, n'est pas de l'amour dans son sens profond et nourrissant. C'est le symptôme d'un système nerveux qui a été conditionné à fonctionner dans un état de manque. Pensez-y un instant, ce serrement dans la gorge quand le message ne vient pas. Cette hypervigilance constante, cette façon d'analyser chaque mot, chaque ton, chaque légère distance dans le comportement de l'autre. Cette sensation d'être suspendu dans l'air, à mi-chemin entre l'espoir et la déception, dans un état de tension que vous portez entre les épaules, comme un poids que vous avez appris à ne plus vraiment sentir parce qu'il est là depuis trop longtemps. Tout cela n'est pas de la passion, c'est de l'addiction. Et comme toute addiction, elle vous prive peu à peu de votre capacité à voir clairement. Et voici ce qui rend la situation encore plus insidieuse, encore plus urgente à comprendre. Quand une femme fonctionne depuis cet endroit de manque, depuis cette tension chronique dans le corps et dans l'esprit, elle ne projette pas ce qu'elle croit projeter. Elle croit projeter de l'amour, de l'investissement, de la loyauté. Et peut-être qu'elle projette tout cela, mais elle projette aussi, de manière totalement inconsciente, le signal de quelqu'un qui a déjà accepté de recevoir moins que ce qu'elle mérite. Et les hommes d'une certaine catégorie, ceux qui opèrent sur des registres de valeurs et de sélection, le perçoivent. Pas nécessairement de manière consciente et calculée, mais instinctivement, viscéralement. Et quand un homme sent que vous avez déjà accepté de recevoir peu, il n'aura aucune raison structurelle de vous donner plus. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la psychologie humaine dans sa forme la plus nouée. Et si vous continuez à entrer dans des relations depuis cet état, si vous continuez à confondre l'intensité de votre propre anxiété avec la profondeur d'un lien, vous n'allez pas simplement vivre une relation difficile. De plus, vous allez systématiquement attirer les dynamiques qui confirment ce que vous avez commencé à croire,
sur vous-même sans même vous en rendre compte. Que vous n'êtes pas assez, que vous devez faire davantage pour être aimé, que l'amour est quelque chose que l'on gagne, que l'on mérite par la preuve constante de sa disponibilité, de sa gentillesse, de son abnégation. Et des années peuvent passer ainsi. Des années de jeunesse, d'énergie, de capacités de soins et d'amour investis dans des relations qui ne vous nourrissent pas, avec des hommes qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous avez à offrir, pendant que vous vous convainquez que c'est vous le problème. La question qui doit maintenant vous habiter, cette question que nous avons ouverte ensemble au début et à laquelle nous n'avons pas encore tout à fait répondu, c'est celle-ci. Pourquoi cela continue de vous arriver? Pourquoi, même quand vous le voyez venir, même quand une partie de vous sait, quelque chose dans votre fonctionnement interne vous ramène vers ces dynamiques? Et qu'est-ce qu'une femme peut faire concrètement, non pas pour séduire à tout prix, mais pour devenir quelqu'un que l'esprit masculin ne peut littéralement pas oublier, et ce depuis un endroit de puissance et non de manque? Mais avant d'aller là, il faut mesurer l'ampleur réelle de ce qui est un jeu, parce que nous n'avons pas encore touché le fond. Voici ce que l'on observe rarement nommé clairement. La perte progressive de l'estime de soi dans une relation déséquilibrée ne se produit pas lors d'un événement unique. Elle ne se produit pas lors de la grande dispute ou lors de la trahison qui brise tout. Elle se produit dans les interstices, dans les petits moments où vous avez dit oui alors que quelque chose vous voulait dire non, dans les occasions où vous avez mis de côté vos besoins pour ne pas paraître trop exigeante, dans les silences où vous avez choisi de ne pas exprimer ce que vous ressentiez vraiment pour préserver une paix qui, en réalité, n'était pas la paix, mais simplement l'absence de conflit, ce qui est très différent. Chaque fois qu'une femme trahit sa propre vérité intérieure pour maintenir l'approbation de l'autre, quelque chose s'effissure. Pas de manière dramatique, de manière presque imperceptible. Mais ces fissures s'accumulent et à un certain point, il ne s'agit plus de la relation avec l'autre. Il s'agit de la relation que vous avez avec vous-même. Cette relation qui devrait être le socle de tout, l'endroit depuis lequel toute autre relation se construit et qui devient au fil du temps l'endroit de la plus grande étrangeté, comme si vous regardiez votre propre vie de derrière une vitre. Et voici ce qui se passe ensuite. Et c'est le point qui doit vous alerter avec la plus grande sérieux. Quand une femme a perdu suffisamment de contact avec sa propre valeur intrinsèque, quand l'image d'elle-même a été suffisamment érodée par des années de validation cherchée à l'extérieur, elle devient, paradoxalement, encore moins capable d'attirer ce qu'elle recherche. Non pas parce qu'elle est moins belle, moins intelligente, moins digne, mais parce que le champ énergétique qu'elle projette, pour utiliser une métaphore que la physique comportementale peut justifier, a changé. Elle ne rayonne plus depuis un centre, elle aspire depuis un vide. Et les hommes de haute valeur, ceux qui ont eux-mêmes un sens solide de leur propre identité et de ce qu'ils recherchent, s'en éloignent instinctivement. Non par rejet conscient, mais parce que quelque chose dans leur propre système nerveux perçoit l'asymétrie et s'ajuste. Ce qui reste, ce qui s'approche de ce vide, ce sont souvent les dynamiques les plus destructrices, les hommes qui trouvent un avantage dans votre manque, les relations qui confirment votre pire crainte sur vous-même. C'est un cercle d'une précision presque cruelle, et il se referme sur lui-même de plus en plus étroitement à chaque relation qui reproduit le même schéma. Avez-vous déjà eu l'impression que vous attiriez systématiquement le même type d'homme, malgré vos efforts, malgré vos résolutions, malgré le fait que vous saviez, intellectuellement, ce que vous vouliez? Si oui, c'est parce que le problème n'est jamais dans l'homme que vous choisissez. Il est dans l'état interne depuis lequel vous centrez dans la relation. Et cet état interne, cette fréquence invisible, mais parfaitement lisible par le système nerveux d'un autre être humain, c'est précisément ce que vous devez transformer. Et maintenant, nous arrivons à l'endroit où tout change. Parce que la question fondamentale n'est pas comment retenir un homme. Ce n'est pas comment lui plaire davantage, comment être plus séduisante, comment jouer les bons rôles au bon moment. La question fondamentale, celle qui contient toutes les autres, est celle-ci. Comment une femme peut-elle redevenir ou devenir pour la première fois la version d'elle-même qui n'a pas besoin de chercher sa valeur dans le regard de l'autre et qui, depuis cet endroit de plénitude souveraine, crée. Naturellement, une attraction qu'est l'esprit masculin vit comme une forme de dépendance.
La réponse est à la fois plus simple et plus exigeante que tout ce que vous avez peut-être essayé jusqu'ici. Et elle commence par comprendre précisément ce qui se passe dans le cerveau d'un homme quand il rencontre une femme qui possède ce que nous allons appeler la souveraineté intérieure. Le cerveau masculin, dans sa structure évolutive, est extrêmement sensible à ce que la psychologie comportementale appelle les signaux de valeur adaptative. En termes simples, les hommes, comme tous les êtres humains, sont attirés par ce qui semble rare, difficile d'accès et de haute qualité. Ce n'est pas superficiel, c'est profondément câblé. Et une femme qui a une relation forte et non négociable avec elle-même, qui ne cherche pas à se faire valider par l'approbation externe, qui a des limites claires non pas comme stratégie mais comme expression naturelle. De son respect d'elle-même, cette femme envoie des signaux de rareté que le système nerveux masculin interprète immédiatement comme une valeur exceptionnelle. Mais il y a plus. Et c'est là que la psychologie devient véritablement fascinante. L'attraction profonde, l'attraction qui crée une forme d'obsession saine dans l'esprit d'un homme, ne vient pas de la perfection physique, ni même de la personnalité la plus agréable. Elle vient d'une combinaison très spécifique d'éléments psychologiques que l'on peut identifier, comprendre et cultiver consciemment. Il s'agit de ce que l'on pourrait appeler la drogue mentale, ce mélange de mystères calculés, d'ancrage émotionnel profond, de présence totale et d'une légère imprévisibilité bienveillante qui maintient le système dopaminergique d'un homme dans un état d'éveil et d'anticipation. Voici le premier élément fondamental, la présence totale et non fragmentée. Il existe quelque chose de profondément rare dans notre époque de distraction permanente, et c'est la capacité d'une personne à être entièrement là. Pas son corps, pas son sourire de politesse, mais elle, complètement, sans la moitié de son attention perdue dans ses propres angoisses, sans ce regard qui cherche constamment l'approbation, sans cette légère contraction. Dans les épaules qui dit « Je suis ici, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne place pour moi ». Quand une femme est pleinement présente dans une interaction, quand elle écoute non pas pour répondre, mais pour comprendre, quand elle regarde non pas pour être vue, mais pour voir vraiment, quelque chose se produit dans le système nerveux de l'homme en face d'elle. Ils se sentent, souvent pour la première fois depuis longtemps, réellement rencontrés. Et cette sensation, ce sentiment d'être vu dans sa vérité, plutôt que dans son rôle social, est parmi les expériences les plus rares et les plus puissantes qu'un être humain puisse offrir à un autre. C'est le premier ancrage. Et il crée quelque chose que l'on ne construit pas avec des stratégies superficielles. Il crée un souvenir émotionnel. Le cerveau de cet homme associera votre présence à une sensation de sécurité et d'expansion simultanée, ou un oxymore émotionnel qui est précisément la signature neurologique de ce que l'on appelle l'attachement profond. Mais attention, cette présence totale ne peut venir que d'un endroit de plénitude, elle ne peut pas venir du manque. Une femme qui est entièrement présente parce qu'elle cherche quelque chose chez l'autre, parce qu'elle espère être validée, aimée, choisie, cette femme n'est pas présente, elle était en attente. Et l'atteinte, même silencieuse, même habilement dissimulée, se lit dans le corps, dans cette légère rigidité du cou, dans cette façon de sourire une fraction de seconde trop tôt, dans cette qualité d'attention qui est dirigée vers l'autre pour en tirer quelque chose plutôt que pour simplement être avec l'autre. La vraie présence est un cadeau que l'on fait sans attendre de retour. Et paradoxalement, c'est précisément cette qualité du non-attente qui crée l'attraction la plus puissante. Il y a une femme, appelons-la Léa, que les hommes autour d'elle décrivaient invariablement de la même façon. Ils disaient qu'elle était magnétique, fascinante, impossible à oublier. Pourtant, si vous l'aviez regardée objectivement, elle n'était pas la plus belle dans la pièce, ni la plus drôle, ni celle qui parlait le plus. Ce qu'elle faisait, c'était être là d'une façon que la plupart des gens ne savent plus être. Elle n'était pas en train de calculer. Elle n'était pas en train de performer. Elle était simplement, profondément, souverainement elle-même. Et cette qualité d'être, cette densité de présence, créait autour d'elle un champ d'attraction que les hommes viviez comme quelque chose de presque physique, une légère chaleur dans la poitrine, une envie de se rapprocher sans tout à fait comprendre pourquoi. Ce que Léa avait compris, et que la plupart des femmes n'apprennent jamais ou apprennent trop tard, c'est que le véritable magnétisme ne se construit pas de l'extérieur vers l'intérieur.
il se construit de l'intérieur vers l'extérieur. Et cette construction commence par un acte qui n'a rien de romantique, mais qui est peut-être le plus important de tous. Elle commence par se regarder honnêtement, sans complaisance, mais aussi sans cruauté, et par décider délibérément et consciemment de reconstruire la relation que l'on a avec soi-même avant de construire quoi que ce soit avec l'autre. Parce que voici ce que la psychologie cognitive nous dit avec une clarté qui ne laisse aucune place au doute. L'image que vous avez de vous-même est le filtre à travers lequel vous interprétez chaque regard, chaque silence, chaque geste de l'autre. Et si ce filtre est teinté par le manque, par la conviction profonde et souvent inconsciente que vous devez mériter l'amour plutôt que simplement le recevoir, vous percevrez les signaux d'affection comme des mensonges et les signaux d'indifférence comme des vérités. Vous vous méfierez de qui vous aime vraiment et vous vous attacherez à qui vous maintient dans l'incertitude. Parce que l'incertitude, paradoxalement, vous semble plus honnête, plus réelle. Parce qu'au fond de vous, une partie que vous n'avez pas encore guérie croit que vous ne méritez pas mieux que l'ambiguïté. Est-ce que vous ressentez quelque chose en entendant cela? Est-ce qu'il y a un endroit dans votre corps, peut-être juste sous les côtes à droite, peut-être dans cette zone diffuse entre la gorge et la poitrine, où quelque chose s'est serré légèrement? Si oui, ne l'ignorez pas. Ce serrement, c'est la reconnaissance. Et la reconnaissance est le début de tout changement réel. Le deuxième élément qui crée cette forme d'attraction profonde, que nous appelons la drogue mentale masculine, c'est ce que la psychologie nomme l'ancrage émotionnel stratégique, ou, pour le dire dans un langage plus direct, la capacité à créer des moments de connexion qui restent. Pas des moments de perfection, des moments de vérité. Le cerveau humain, et le cerveau masculin en particulier, ne se souvient pas de ce qui était agréable de manière uniforme. Il se souvient des pics, des moments où quelque chose d'inattendu s'est produit sur le plan émotionnel, des instants où la conversation a soudainement touché quelque chose de réel, de non filtré, de légèrement vulnérable, mais depuis un endroit de force et non de fragilité. Ces moments-là s'impriment. Ils créent des ancres émotionnelles auxquelles l'esprit revient, souvent sans comprendre pourquoi il pense à cette personne, à ce moment précis, à cette phrase dite à voix basse dans un café un mardi soir. La vulnérabilité authentique, quand elle vient d'une femme qui a un sens solide de sa propre valeur, n'est pas perçue comme une faiblesse. Elle est perçue comme un privilège. Comme si vous aviez choisi, parmi toutes les possibilités, de montrer quelque chose de vrai à cette personne. Et cette sélection crée une intimité immédiate qui prend des mois à construire par d'autres voies. Mais, et c'est crucial, cette vulnérabilité doit venir d'un endroit de choix et non de besoin. Il y a une différence abyssale entre dire « je vais vous montrer quelque chose de vrai » parce que je choisis de vous faire confiance et dire « je vous montre ma fragilité parce que j'ai besoin que vous m'aimiez davantage ». La première crée du respect et de l'attraction. La seconde crée du malaise et souvent avec les hommes qui n'ont pas eux-mêmes fait leur travail intérieur, une envie de distance. Le troisième élément, et peut-être le plus contre-intuitif, est ce que nous pourrions appeler la rareté émotionnelle souveraine. Il ne s'agit pas de jeu. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être indisponible pour créer de l'intérêt artificiel. Ce dont il s'agit, c'est d'une réalité très concrète. Une femme qui a une vie intérieure riche, des passions qui lui appartiennent, des ambitions qui la mobilisent, des relations d'amitié qui la nourrissent, des moments de solitude qu'elle choisit et qu'elle savoure, cette femme n'est pas entièrement disponible pour l'absorption totale par une relation. Et cette non-disponibilité partielle n'est pas un manque, c'est une preuve de densité. Le cerveau masculin est conçu, évolutivement, pour attribuer de la valeur à ce qui est difficile à obtenir. Non pas impossible, car l'impossible décourage, mais difficile, ce qui demande un effort, ce qui se mérite. Une femme dont la vie entière pivote autour d'un homme, dès les premières semaines d'une relation, ne crée pas de la tendresse dans l'esprit de cet homme. Elle crée souvent à son insu une légère pression qui ressemble à de l'étouffement, même si ses intentions sont pures et généreuses. En revanche, une femme qui accueille un homme dans une vie déjà pleine,
qui lui ouvre une porte mais ne réorganise pas toute la maison pour lui faire de la place. Cette femme est perçue comme quelqu'un à conquérir, mérité, à garder. Et c'est cette perception qui active dans l'esprit masculin quelque chose de très proche de ce que vous cherchez peut-être depuis longtemps. Non pas l'obligation, non pas la routine confortable, mais le désir actif, la motivation de se montrer digne, de continuer à investir, de choisir chaque jour de rester. Voici quelque chose que peu de personnes comprennent sur la psychologie du désir masculin. Un homme ne reste pas parce qu'il a peur de perdre quelque chose. Il reste parce qu'il veut continuer à gagner quelque chose. Et pour qu'il y ait quelque chose à gagner, il doit y avoir une profondeur à explorer, une complexité à découvrir, un mystère bienveillant qui se révèle progressivement sans jamais se livrer entièrement. Ce mystère n'est pas en calcul. C'est simplement le reflet naturel d'une femme qui continue d'évoluer, de s'approfondir, de se surprendre elle-même. Une femme qui lit, qui pense, qui ressente, qui questionne le monde autour d'elle avec une curiosité sincère, qui a des opinions fortes, qu'elle exprime avec douceur et sans avoir besoin d'approbation. Cette femme est un mystère vivant, pas parce qu'elle cache quoi que ce soit, mais parce qu'elle est trop complexe pour être saisie d'un seul regard. Et maintenant, parlons de quelque chose que très peu d'approches de la séduction abordent honnêtement. Le pouvoir émotionnel et plus spécifiquement la capacité à ne pas réagir depuis vos blessures. Chaque femme porte en elle un certain nombre de points de sensibilité, de déclencheurs émotionnels qui, quand ils sont activés, produisent des réactions qui ne viennent pas de la femme adulte et souveraine qu'elle est, mais de la petite fille qui avait peur de ne pas être aimée ou de l'adolescente qui a appris que l'amour avait des conditions. Ces réactions, qu'elles se manifestent sous forme de jalousie soudaine, de besoin urgent de réassurance, de fermeture émotionnelle défensive ou d'irritabilité disproportionnée, ces réactions sont parfaitement compréhensibles. Elles sont humaines. Elles sont la preuve que vous avez aimé, que vous avez été blessé, que vous portez votre histoire dans votre corps. Mais elles sont aussi, malheureusement, parmi les éléments les plus destructeurs pour l'attraction dans une relation naissante ou établie. Parce qu'elles déplacent le centre de gravité de vous vers l'autre. Elles donnent à l'autre, parfois sans qu'il le cherche, un pouvoir sur votre état intérieur qu'il ne devrait jamais avoir entièrement. La régulation émotionnelle, la capacité à ressentir pleinement sans être emporté par ce que vous ressentez, à observer votre propre tempête intérieure sans en devenir l'esclave, est peut-être la compétence la plus puissante et la plus sous-estimée dans le domaine des relations. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de la distance. C'est une forme de liberté profonde. C'est la différence entre avoir des émotions et être ces émotions. Comment cultiver cette capacité? La première étape, et c'est une étape que la psychologie cognitive valide clairement, est de développer ce que l'on appelle l'espace de réponse. Cet espace qui existe entre le déclencheur et la réaction. Dans la plupart des situations de détresse émotionnelle, cet espace est imperceptible. Quelque chose se produit, et avant même que l'on ait eu le temps de le traiter consciemment, la réaction est déjà là. Le message envoyé, le mot dit, la larme versée en public, le silence punitif. Agrandir cet espace, c'est apprendre à s'arrêter juste un instant avant d'agir depuis une blessure. C'est se demander, dans ce moment de tension derrière les yeux, dans ce moment où quelque chose se contracte juste sous les côtes, est-ce que je réagis à ce qui se passe réellement ou est-ce que je réagis à une vieille histoire que cette situation a réveillée? Cette question seule, posée avec honnêteté et sans jugement, peut transformer une réaction en réponse et une réponse en acte de puissance. La deuxième étape est la reconstruction consciente de l'image de soi. Et cette reconstruction ne se fait pas en répétant des affirmations devant un miroir le matin, bien que cela puisse avoir une valeur. Elle se fait dans la réalité. Elle se fait chaque fois que vous tenez une limite que vous avez posée. Chaque fois que vous dites non à quelque chose qui ne vous honore pas, même si cela crée un inconfort temporaire. Chaque fois que vous choisissez votre propre paix au lieu de la validation externe. Chaque fois que vous investissez dans votre propre développement, votre propre joie, votre propre expansion, sans attendre que quelqu'un d'autre vous en donne la permission. L'estime de soi n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne.
Elle se construit dans les petits gestes de cohérence entre ce que vous valorisez et la façon dont vous vivez. Et chaque geste de cohérence, aussi petit soit-il, ajoute une couche de solidité à ce socle intérieur depuis lequel tout le reste, l'attraction, la séduction, les relations de qualité devient non pas quelque chose que l'on cherche avec anxiété, mais quelque chose que l'on a tiré naturellement. La troisième étape est ce que nous pourrions appeler la maîtrise du langage, du corps souverain. Non pas au sens des techniques de séduction corporelle que l'on trouve dans les manuels superficiels, mais au sens d'un alignement profond entre ce que vous êtes intérieurement et ce que vous projetez physiquement. Quand une femme a une relation solide avec elle-même, quand elle n'est pas en train de chercher l'approbation dans chaque regard, cela se voit. Cela se voit dans la façon dont elle occupe l'espace, dans la qualité de son regard qui ne demande pas, mais qui offre, dans la légèreté de son maintien qui dit « je suis bien là où je suis », dans la façon dont elle rit pleinement, sans calculer si son rire est agréable à entendre. Le corps souverain est un corps qui n'est pas indéfense, un corps qui ne se rétrécit pas pour prendre moins de place, un corps qui respire jusqu'au bas du ventre même dans les situations d'incertitude. Et ce corps-là, indépendamment de toute notion conventionnelle de beauté physique, exerce une attraction qui est fondamentalement différente de tout ce que l'on peut produire par la performance ou la stratégie. Superficielle. Il y a un quatrième élément, peut-être le plus sophistiqué de tous, et il concerne la façon dont une femme gère la tension entre la disponibilité émotionnelle et la distance souveraine. C'est un équilibre délicat, presque musical, qui, quand il est juste, crée dans l'esprit d'un homme une forme de fascination qui peut durer des années. La disponibilité émotionnelle signifie que vous êtes capable de connexion profonde, de chaleur authentique, d'une résonance émotionnelle qui fait que l'homme en face de vous se sente compris et accueilli. La distance souveraine signifie que cette disponibilité n'est pas illimitée, qu'elle n'est pas inconditionnelle, qu'elle vient d'un endroit de choix et non de besoin, et qu'il existe en vous des espaces intérieurs auxquels personne n'a automatiquement accès. C'est cette combinaison, cette chaleur qui a des limites, cette proximité qui maintient quelque chose de mystérieux, qui crée dans l'esprit d'un homme ce que nous avons appelé la drogue mentale. Parce que le cerveau humain, face à un système de récompense partiel et imprévisible, ne se désintéresse pas. Il s'intensifie, il cherche, il veut comprendre. Il veut mériter l'accès complet à quelque chose qu'il pressent être extraordinaire. Et voici l'ironie magnifique de tout cela. Plus vous êtes entière, plus vous êtes vous-même sans vous diminuer, sans vous contorsionner pour correspondre à ce que vous pensez que l'autre veut voir, plus vous devenez précisément ce que l'esprit masculin cherche. Sans toujours savoir qu'il le cherche. Non pas une femme parfaite, mais une femme réelle, complexe, enracinée, souveraine. La cinquième dimension de cette transformation est celle qui intègre tout ce qui précède, c'est la capacité à poser des limites, non pas comme un acte de défense, mais comme un acte d'amour de soi. Les limites dans une relation ne sont pas des murs, ce sont des fenêtres. Elles définissent ce qui peut entraire et dans quelles conditions, non par peur de l'autre, mais par respect de soi. Une femme qui n'a pas de limites claires ne fait pas l'expérience de l'amour de l'autre plus intensément. Elle fait l'expérience de la dissolution de soi dans l'autre. Et la dissolution, aussi romantique qu'elle puisse paraître dans certains films, est en réalité l'une des formes les plus dévastatrices de perte de soi qu'un être humain puisse vivre. Parce qu'une fois que vous vous êtes perdu dans l'autre, vous ne savez plus qui revient quand l'autre part. Et souvent, la femme qui se retrouve seule, après une relation dans laquelle elle s'est entièrement dissoute, ne souffre pas seulement de la perte de l'autre. Elle souffre de ne plus savoir qui elle est sans lui. Poser des limites, c'est donc protéger non pas la relation, mais vous-même dans la relation. C'est maintenir ce fil conducteur entre vous et votre propre vérité, même quand les émotions sont fortes, même quand l'amour est réel, même quand la tentation de tout donner est sincère. Parce que le don total de soi, sans réciprocité, sans maintien de votre propre centre, n'est pas de la générosité, c'est de l'effacement. Et un homme qui vous aime vraiment, un homme d'une maturité émotionnelle réelle, ne sera pas rebouté par vos limites. Il en aura du respect. Il les percevra comme la preuve que vous êtes quelqu'un à prendre au sérieux, quelqu'un dont l'approbation a de la valeur précisément
parce qu'elle n'est pas accordée automatiquement. Revenons maintenant à la question qui était restée ouverte depuis le début. Pourquoi cela continue de vous arriver? Pourquoi, même quand vous savez, même quand vous avez lu, écouté, compris intellectuellement, quelque chose dans votre fonctionnement profond continue de vous attirer vers des dynamiques qui ne vous honorent pas? La réponse est à la fois simple et profonde. Parce que la compréhension intellectuelle ne suffit pas à transformer un pattern émotionnel. Les patterns, les schémas relationnels répétitifs, ne vivent pas dans le cortex préfrontal, là où vit votre pensée consciente et raisonnée. Ils vivent dans des structures plus anciennes, plus profondes, plus viscérales. Ils sont encodés dans le corps, dans cette façon de vous contracter, quand quelqu'un s'approche trop vite, dans cette façon de vous ouvrir à quelqu'un qui reste à distance, dans ces réponses automatiques qui se produisent avant même que vous ayez le temps de penser. Transformer ces patterns nécessite donc non seulement de la compréhension mais de l'expérience répétée, des expériences nouvelles qui viennent contredire les anciennes convictions. Des moments où vous choisissez différemment, où vous agissez depuis votre valeur et non depuis votre manque, et où vous voyez, dans la réalité concrète de votre vie, que quelque chose de différent se produit en retour. C'est un processus. Ce n'est pas un interrupteur. Et c'est pour cette raison qu'il requiert une forme de patience envers vous-même, qui est peut-être l'acte de compassion le plus difficile à cultiver pour une femme qui a l'habitude de s'évaluer par rapport à l'image, qu'elle renvoie à l'autre, mais voici ce que je veux, que vous emportiez de tout ce que nous avons parcouru ensemble aujourd'hui. La drogue mentale qui rend un homme accro n'est pas une formule secrète. Ce n'est pas une technique que l'on applique de l'extérieur. C'est une qualité d'être qui rayonne naturellement d'une femme qui s'est choisie elle-même, qui a décidé un jour, peut-être après une douleur qui lui a appris quelque chose d'essentiel, de ne plus jamais s'abandonner pour être aimée, de ne plus jamais rétrécir pour correspondre à l'espace que quelqu'un lui accordait, de ne plus jamais confondre la présence physique de l'autre avec la preuve de sa propre valeur. Cette femme-là, celle qui est enracinée, qui est souveraine, qui est pleinement dans sa vie sans attendre que quelqu'un vienne lui donner la permission d'y être, cette femme crée autour d'elle un champ d'attraction d'une puissance qu'aucune stratégie superficielle ne peut imiter. Elle n'essaye pas de rendre un homme accro. Elle est simplement si pleinement elle-même que l'esprit d'un homme qui la rencontre ne peut pas s'empêcher de vouloir revenir, de vouloir mériter, de vouloir rester. Et la raison pour laquelle cela continue de vous arriver, cette raison que nous avons gardée ouverte depuis les premiers mots de ce que nous avons partagé ensemble, la voici maintenant dans toute sa clarté. Cela continue de vous arriver parce qu'une partie de vous n'a pas encore tout à fait cru qu'elle mérite autre chose. Pas parce que vous n'êtes pas assez, mais parce que personne ne vous a jamais montré, avec la précision et la profondeur que cela mérite. Comment redevenir la priorité absolue de votre propre vie? Comment vous choisir non par égoïsme mais par nécessité fondamentale? Comment construire depuis l'intérieur cette citadelle de valeurs personnelles depuis laquelle toute relation devient non plus un besoin mais un choix? Et ce choix, quand il vient d'une femme entière, d'une femme souveraine, d'une femme qui s'est retrouvée elle-même après s'être cherchée dans les yeux des autres, ce choix est l'acte de séduction le plus puissant qui existe parce qu'il est réel, parce qu'il ne se simule pas, parce qu'il se scinde dans l'air d'une pièce, dans la qualité d'un silence, dans la façon dont vous posez votre regard sur quelqu'un et dont vous savez, sans avoir besoin qu'il vous le dise, que vous avez quelque chose d'extraordinaire à offrir et que cette fois, vous n'ayez pas l'offrir à n'importe qui. C'est là que tout commence. Et c'est là, précisément là, que l'histoire que vous méritez de vivre peut enfin commencer à s'écrire.